bienvenue dans cette émission du Vert. Cette émission est co-animée par Madame Minouchka et Quentin Koutoumissa, dont je laisse la place à Minouchka de conduire ces débats. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue en cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président de l'audit interne, M. Claude Nzaou Anzaou. Vous savez bien qu'il y a eu la conférence nationale des auditeurs internes. Il y avait eu plusieurs participants dont le thème était le levier de la performance économique et financière des institutions publiques et des organisations du secteur privé en République démocratique du Congo. Des éminents orateurs de différentes entreprises avaient intervenu. Il y a eu des experts financiers, des experts en finance et du système OADA qui avaient intervenu, chacun selon son domaine. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous le président de cette institution pour que nous discutions un peu à long et à large sur l'impact ou encore le bien fondé de cette conférence ainsi que ses résolutions. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je ne suis pas seule. Il y a Feza de la RTVS 1. Bonsoir Feza. Bonsoir Minouchka. Copain Koutoumissa de CBS. Bonsoir Koutoumissa. Bonsoir Minouchka. Monsieur Claude, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national de l'Institut des auditeurs internes du Congo. Vous venez d'organiser une conférence, c'était la 4e conférence, avec thème le levier de la performance économique et financière des institutions publiques et des organisations du secteur privé. Pouvons-nous savoir le bien fondé de cette 4e conférence? Alors, le thème, c'était l'audit interne, levier de la performance. L'audit interne, ces mots sont très importants. Je vous explique pourquoi nous sommes tenus d'organiser une conférence nationale. En principe, elle est annuelle. Ça fait partie des exigences d'IA Global. IA Global qui est en quelque sorte la maison mère de tous les instituts des auditeurs internes reconnus à travers le monde. IA Global auquel nous sommes affiliés. Et parmi ces exigences, il y a l'organisation annuelle d'une conférence nationale. Nous avons nos conférences mensuelles, mais une fois par an, nous faisons une conférence nationale. Celle-ci, c'était la 4e, et nous l'avons organisée, vous m'avez demandé pourquoi. Tout simplement, c'était pour faire savoir aux dirigeants d'entreprise et aux managers qu'il y a moyen d'améliorer les performances de son institution en ayant en son sein une fonction audit interne qui fonctionne, c'est-à-dire une fonction audit interne qui remplit son rôle de conseiller du management. Parce que le rôle de l'audit interne, c'est quoi? C'est informer le management que les opérations se déroulent sans graves anicroches et que les risques qui sont inhérents aux opérations d'entreprise sont connus et maîtrisés. C'est à ce prix-là que l'entreprise ou l'organisation atteindra les objectifs qui lui sont assignés. Et si un manager sait que dans mon organisation, j'ai un conseil qui me donne des informations et des assurances raisonnables sur ce qui se passe, sur la façon dont les risques sont maîtrisés, ça lui permet de prendre des bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions, ça veut dire quoi? Ça vous facilite l'atteinte de vos objectifs. Et ça, c'est très important pour une institution. Est-ce qu'on peut savoir l'impact du thème abordé? L'impact, eh bien, nous espérons que nous allons le voir dans les semaines qui arrivent, parce que les participants qui sont venus pendant les 3 jours, à partir de lundi, ils ont dû reprendre le travail. Ils ont certainement dû faire une restitution à leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. Quitte maintenant à ces supérieurs hiérarchiques à vouloir approfondir les choses. Nous sommes ici dans les bureaux de l'Institut des auditeurs internes et nous sommes disposés à les recevoir. Nous sommes là du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Donc il n'y a pas de problème. C'est maintenant à chacun de faire en quelque sorte le feedback de ce qu'il a retenu. Et ce qu'il n'a pas retenu, en principe, il doit avoir reçu les supports de la conférence. Donc, il peut se documenter s'il a des doutes. Et si, malgré la documentation écrite qu'il a reçue, il y a toujours des zones d'ombre, nous sommes disposés à apporter des éclaircissements. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, M. Claude. Moi, je voudrais savoir, par rapport à la conférence que vous avez organisée, si j'ai bien suivi, vous avez parlé de l'audit interne, oui. Vous avez aussi parlé de l'inspection quelque part. Quelle est la différence entre l'audit interne
et l'inspection? Et quel est le rôle que chacun joue? Nous n'avons pas parlé de l'inspection. Nous avons invité l'inspection générale des finances, qui nous a d'ailleurs fait l'honneur d'ouvrir et de clôturer les travaux. C'était très important. L'inspection est intervenue à titre de speaker parmi les autres. Et je vais vous dire une chose. L'audit interne est une fonction qui est normée. Vous avez ici le cadre de référence international des pratiques professionnelles. Il est là, 22 pages, qui vous explique comment l'audit doit se faire, comment on doit mener une mission, comment on doit la préparer, comment on doit la réaliser, comment on doit rendre les résultats de la mission et ainsi de suite. Tout ça se trouve là-bas. On appelle ça les normes. C'est ça qui définit et qui nous dirige dans notre travail d'audit. Ça, c'est le code de déontologie de l'auditeur interne. On vous explique notamment que le code de déontologie de l'Institut a pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession de l'audit interne. Une culture de l'éthique, c'est très important. Donc, ça, ce sont les documents de base de l'audit interne. En ce qui concerne l'inspection, je vais vous dire une chose. Les inspecteurs généraux de finances ont rang d'OPJ, ce qui n'est pas le cas de l'audit interne. Ça veut dire en clair qu'un inspecteur général des finances, dans le cadre de son travail, ils ont dit, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence, l'inspecteur général qui était intervenu avait dit qu'ils sont à la fois audit interne et inspection. L'inspection, l'audit interne, c'est le conseil. L'inspection, c'est plus la répression et la sanction. Un inspecteur général des finances qui tombe sur une infraction aux yeux de la loi est tenu d'en informer le pouvoir judiciaire qui doit donner la suite qui convient à cette inspection. Ce n'est pas le cas de l'auditeur interne. L'auditeur interne, il fait son rapport à sa hiérarchie. Il a fait sa mission, il a trouvé un certain nombre de manquements aux procédures écrites qui ont cours dans l'institution. Il discute avec les audités, il leur fait des constats, l'audité répond par écrit. Parce que sinon, ah non, on ne m'avait pas contacté. Par écrit, c'est très important. Parce que les paroles volent, les écrits restent. Alors, une fois que cette partie terrain est terminée, l'auditeur prend ses feuilles de travail, commence à rédiger son rapport. Dans le rapport, l'auditeur retient les choses essentielles. Il ne va pas dire à la direction générale que non, je suis allé à la caisse, il y avait des ratures dans le livre de caisse. Ça n'impacte pas vraiment la façon de faire les choses et l'atteinte des objectifs. L'auditeur interne va se consacrer aux choses les plus essentielles. S'il y a des manquements graves aux procédures, il fera un rapport écrit. Il appartient à ce moment-là à la direction générale de faire le suivi et de prendre les décisions qui s'imposent en ce qui concerne les constats des auditeurs internes et leurs recommandations. Ce n'est pas l'auditeur interne de dire non, il faut virer un tel, il faut. Non, l'auditeur interne fait son rapport. Il appartient à la direction générale de prendre les décisions qui s'imposent. Tandis que l'inspection générale des finances, une fois qu'il y a une infraction, informe directement le pouvoir judiciaire qui donne les suites qu'il faut donner à ces infractions. Monsieur Claude, le public voulait quand même savoir, aujourd'hui, dans une entreprise où il y a un mécanisme de contrôle mis en place, est-ce qu'il y a nécessairement qu'on puisse parler de l'audit interne dans cette entreprise? Et dans une entreprise où il n'y a pas ce mécanisme-là, est-ce que l'entreprise n'a pas sa raison d'être ou il n'y a pas une performance? Madame, je vais vous dire ceci. Il n'est pas dit que dans toutes les structures, il doit y avoir un audit interne. Si vous avez une entreprise unipersonnelle où il y a 5 personnes, c'est quand même difficile d'avoir un audit interne comme tel. Mais il y a toujours des mécanismes de contrôle qui permettent qui constituent des garde-fous aux abus. Il y a notamment la séparation des fonctions. Vous ne pouvez pas être le caissier qui va prendre l'argent à la banque, qui paye les fournisseurs, qui comptabilise et qui fait les inventaires caisse. Non. Il y a des incompatibilités parce que là, il fera n'importe quoi. Et le jour où vous
propriétaire de l'entreprise unipersonnelle où il y a 5 personnes. Vous allez vous dire, tiens, mais je vais vérifier ce qui se passe à la caisse. Vous allez avoir cette idée-là probablement un vendredi soir. Le lundi sera un jour férié. Quand vous allez venir le mardi, on vous dira que non, le caissier est allé à l'hôpital. Vous allez vous rendre compte le mercredi que le caissier est parti. Et quand vous allez ouvrir la caisse, vous allez voir les dégâts. Ah oui, ça veut dire tout simplement que le contrôle interne se fait. Chacun à son niveau est un élément du contrôle. Chacun à son niveau est un élément du contrôle parce qu'il y a la définition des tâches de chacun. Chacun sait, je dois faire ça. Ça, c'est un autre qui le fait. Ça, c'est un troisième qui le fait, et ainsi de suite. Et la façon dont les tâches sont réparties est aussi un moyen de contrôle. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui fait tout. Même Jésus avait 12 apôtres. Il ne faisait pas tout. Mais la préoccupation quand même résiste dans le sens que les gens voulaient quand même savoir, quand vous parlez de l'évier, de la performance qui est l'audit, oui. Voulais-je dire, dans une entreprise, à quel moment l'audit devient un levier dans une entreprise? À partir du moment où l'audit est bien fait. Le manager peut s'appuyer sur l'audit. Là où j'ai commencé l'audit chez Unilever, on disait que l'audit interne, c'était the right hand of the manager, the right hand of the management. Donc, le bras droit du management. Le management devait s'appuyer sur l'audit interne pour savoir ce qui se passait dans l'entreprise et surtout ce qui n'allait pas. Parce qu'on prend surtout des décisions sur ce qui ne va pas, parce qu'il faut redresser la barre. Sur ce qui va, on se dit, OK, ça va, peut-être qu'il faudrait retoucher la forme, mais tant que ça va, c'est bon. Et c'est pour ça que je dis, l'audit est une fonction support. C'est-à-dire que le manager se dit, OK, je reçois des rapports d'audit, je vois, je vérifie, et ça me permet de prendre des mesures correctrices, et ça me permet de prendre des décisions. Et c'est ça qui est très important. Quand vous avez une entreprise il est souhaitable d'avoir une fonction audit interne dans les entreprises. Mais seulement, si vous avez une petite entreprise familiale, c'est difficile d'avoir une fonction audit interne. Parce que il faut voir à un moment donné ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte. Il faut faire le rapport coût-bénéfice. C'est comme, je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, je voyais des structures qui faisaient tenir leur comptabilité par un comptable externe. Il venait, je crois, chaque mois. Il passait en revue les opérations qui avaient été faites. Il faisait les écritures. Et à la fin de l'année, il faisait la déclaration fiscale. C'était un comptable extérieur. Il n'était pas un salarié de l'entreprise, mais il prestait pour l'entreprise. Parce que l'entreprise ne pouvait pas, compte tenu de sa forme, avoir un comptable permanent. C'est un peu comme l'audit interne. Quand une entreprise commence à grandir, à un moment donné, on sent le besoin d'avoir un audit interne. Et ça, c'est en fonction de l'évolution des choses. Vous n'allez pas dire dès le départ, bon, voilà, je suis une entreprise qui vient de commencer, je vends du pain au coin de la rue et à l'autre coin de la rue, je vais avoir un contrôleur de gestion, je vais avoir un comptable, je vais avoir un auditeur, je vais avoir une caissière, je vais avoir un chauffeur. Ça fait déjà 5, si l'entreprise n'a que 3 personnes, vous allez les départager comment? En tout cas, je pose la toute dernière question pour cette première série, pour ne pas monopoliser la parole. Moi, je la monopolise alors. Partageons-la. Revenez à cette 4e conférence qui a rassemblé un peu les auditeurs sur le plan national. Quels sont les objectifs que vous poursuivez en vous réunissant, vous les auditeurs de la RDC? Le premier objectif, madame, c'est partager sur un thème commun. Vous avez vu, le thème général, c'était audit interne, levier de la performance des entreprises, performance économique et financière des entreprises et des institutions RDC. Mais vous avez vu, il y a eu beaucoup de sous-thèmes. Il y a eu un sous-thème qui a parlé de la fraude, il y a eu un sous-thème qui a parlé de l'inspection, et ainsi de suite. Ce qui est visé là-bas, c'est informer d'abord les participants que dans cette matière-là, il y a un certain nombre de pratiques qui existent, abordées à travers certains thèmes. On n'a pas pu aborder tous les thèmes, parce que si on devait aborder tous les thèmes, on aurait fait une semaine, et avec chaque fois des interventions d'1 heure, plus les questions. Et c'était difficile de le faire d'un point de vue pratique, parce que quelle est cette entreprise qui va accepter
de détacher un certain nombre de ces cadres pendant une semaine. Ça, c'était un premier problème. C'était d'abord partager entre nous professionnels sur ce thème-là et aussi informer les managers qui ont entendu parler de cette conférence, d'abord par les reportages que vous en avez faits, et puis par le feedback que leurs cadres leur ont fait après la conférence, qu'il y a moyen, en faisant confiance à l'audit interne, de pouvoir améliorer les performances de son institution. Améliorer les performances comment? Tout simplement en donnant l'occasion à l'audit de jouer son rôle de conseiller, qui vous informe du déroulement des opérations. Au quotidien, voilà, le déroulement des opérations est maîtrisé. À tel endroit, il y a un risque, à tel endroit, il y a un risque, mais les risques qui sont identifiés là sont sous contrôle. Ça veut dire que, normalement, tout se passe bien. Mais l'audit interne a aussi le devoir d'informer le management qu'il y a des dérapages. Voilà, dans telle fonction, il y a un problème. Je suis arrivé à la caisse, j'ai constaté qu'il y avait un écart de caisse. On appelle ça un écart de caisse. Nous avons rapproché les mouvements, l'écart est d'autant. Donnons une information au management, parce que c'est une information importante. Peut-être qu'il se disait, j'ai 1000 $ dans la caisse, je dois payer, je dois payer, je dois payer. Et en fait, vous faites le truc, il y a un écart, il n'y a que 700 $. C'est un exemple. Et c'est pour ça que nous avons tenu à faire cette conférence. Il faut informer les gens en permanence de ce qui se fait dans le métier. C'est très important. Monsieur Claude, revenons toujours dans votre thème sur le levier de la performance. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme ennui ou encore bevue qui se passe, ou encore quel est le nœud du problème qui nuit nos entreprises? La raison pour laquelle vous martelez plus sur l'audit interne et le levier de la performance? Madame, je vais vous citer un exemple. Nous avons eu, au cours d'une de nos conférences mensuelles, un représentant du Conseil supérieur du portefeuille qui a dit que les entreprises publiques avaient un gros souci du côté de l'audit interne et du côté de leurs états financiers. Alors, ça veut dire tout simplement que l'audit interne n'a pas les moyens de jouer son rôle dans beaucoup d'entreprises publiques. Et à partir du moment où une fonction clé comme l'audit interne ne peut pas jouer son rôle normalement, ça veut dire que le manager n'a pas les bons leviers pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que si l'audit interne ne peut pas faire son travail, parce que j'ai entendu au cours de la conférence que non, l'audit interne c'est le garage, quand vous dérangez on vous envoie l'audit interne. Non, l'audit interne c'est une fonction noble, parce que l'audit interne informe le manager de ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans l'entreprise. L'audit interne, ce n'est pas des histoires au nom. Chef, balobaki boy, non, c'est pas ça. L'audit interne voit les procédures, voit les opérations, et voit si les deux cadres. L'audit interne voit les risques, voit les opérations, voit les procédures, et voit si tout ça est bien maîtrisé. Et c'est très important. Parce que si vous avez en quelque sorte, si le manager a ce miroir de ce qui se passe dans son entreprise, il peut se dire, OK, nous sommes dans le bon, ou bien nous devons modifier le cap. Parce que si vous avez les informations à temps, vous pouvez prendre les bonnes décisions à temps. Si vous avez les informations en retard, vous êtes déjà dans le mur, c'est un peu plus compliqué quand même à gérer. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Aujourd'hui, il y a l'IGF qui est devenu un bourreau pour certaines personnes. Nous constatons aussi dans le chef de l'IGF, s'il faut le dire, l'excès des ailes ou l'empiètement des attributions. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas accrochage entre l'audit interne et l'IGF? Parce qu'aujourd'hui, je donne un cas spécifique à la SNEL. En principe, il devait payer les gens à la SNEL. Malheureusement, c'est l'IGF qui s'oppose pour ne pas payer les travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a moyen de nous expliciter un peu. Madame, je ne suis pas porte-parole de l'IGF. Mais je crois comprendre, si j'ai bien retenu ce que l'inspecteur général avait dit le samedi, parce qu'il a un peu énuméré les fonctions de l'IGF.
Et j'ai cru comprendre que dans ces fonctions-là, quand l'IGF était dans une entreprise, l'IGF a fait un droit de regard sur les dépenses, si je me souviens bien. Alors, c'est peut-être dans ce cas-là que l'IGF a jeté un coup d'œil sur les dépenses que la SNEL se propose de faire et s'est dit, OK, attention, il risque d'y avoir des dérapages. Mais je vous rappelle très bien, je ne suis pas le porte-parole de l'IGF et je ne suis pas membre de l'IGF. Donc, je ne pourrais pas vraiment me prononcer valablement sur ce qui se passe là-bas. Y a-t-il pas empiétement des attributions entre l'audit interne, entre les auditeurs et puis l'IGF? Vous ne vous confrontez pas deux fois? Madame, si vous avez suivi ce que l'inspecteur général a dit le samedi, l'inspecteur général a dit ceci. Il y a un département, je crois, audit interne à l'IGF. Et il a dit, en principe, les entreprises publiques et les institutions publiques doivent remettre le rapport d'audit interne à l'IGF. Il a dit spécifiquement, je le sais, j'étais à côté de lui. Donc, empiètement, je ne pense pas, parce que chacun a son domaine de définition. Il a bien dit, l'IGF, c'est à la fois l'audit interne du gouvernement, c'est à la fois l'inspection. Il a dit, je me souviens, j'avais noté ça parce que c'était intéressant. Mais je vous rappelle que la conférence mensuelle d'octobre sera consacrée à l'IGF. Il y a eu beaucoup de demandes dans la salle et l'IGF a accepté d'animer la conférence mensuelle d'octobre. Ce sera le dernier samedi d'octobre, ici à côté. Ça aura pour thème l'IGF. Donc, ils vont nous expliquer exactement quelles sont leurs attributions, comment ils fonctionnent, de qui ils répondent, comment ça se passe quand ils sont dans une entreprise publique et des choses pareilles. Et vous pourrez poser toutes les questions. Je vous y convie vivement. Venez là, vous aurez toutes les informations. Mais je vous informe aussi qu'il y a un numéro spécial du journal officiel qui est consacré à l'IGF. Je ne sais pas si je l'ai ici, qui explique en long et à large ce que fait l'IGF. Alors, je pense qu'il serait utile de pouvoir vous le procurer. J'espère que je l'ai ici. Attendez, eh bien voilà, il est là. Journal officiel, République démocratique du Congo, Inspection générale des finances. Tout texte coordonné est mis à jour au 29 avril 2021. Donc c'est très récent. C'est un numéro spécial qui date du 30 avril. Donc vous pouvez vous le procurer. Vous verrez là-dedans tout ce que fait l'IGF. Tout se trouve là-dedans. Vous aurez beaucoup plus d'informations que ce que moi je peux vous donner. J'ai reçu cet ouvrage le samedi. Je n'ai pas encore eu le temps de le parcourir. Je vais le parcourir avant de le mettre dans la bibliothèque de l'Institut parce que on me l'a donné, j'ai dit OK, je vais le mettre dans la bibliothèque de l'Institut. Mais je vais quand même le parcourir. Mais c'est que je voulais aussi savoir si j'ai bien compris ce que vous avez dit par rapport au rôle de l'audit interne. Vous avez souligné qu'il y a un petit souci des finances qui doit, vous avez dit, l'audit interne n'a pas les moyens pour jouer son rôle dans toutes les entreprises. Qui doit quand même prendre en charge l'audit interne ou qui finance l'audit interne? Ne me faites dire ce que je n'ai pas dit. L'audit interne est une fonction qui fait partie intégrante de l'entreprise. Donc, l'audit interne est pris en charge par l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions. Moi, je suis auditeur interne au BCECO, Bureau central de coordination. Dans l'organigramme du BCECO, il y a audit interne, directeur, auditeur, tout ça. Tout ça est prévu. Je suis pris en charge par le BCECO. Donc, de ce côté-là, ce que j'ai dit, ce que vous avez peut-être pu comprendre, c'est que il y a des institutions qui ne donnent pas à l'audit interne la possibilité de faire son travail correctement. Je dis la possibilité parce que si je dis les moyens, vous allez dire non, on ne donne pas l'argent aux auditeurs. Non, les auditeurs, on ne leur donne pas l'argent. Les auditeurs sont dans l'organigramme de l'institution et à ce titre-là, ils sont des employés comme tous les autres. C'est ça. Parlons un peu de cette conférence toujours, parce que oui, nous y sommes. Il y a 3 déjà conférences comme ça qui sont passées aujourd'hui, la 4e. Mais contrairement à d'autres conférences, quel est aujourd'hui le point majeur que vous avez pu soulever dans cette 4e conférence, contrairement à d'autres? Bon, écoutez, chaque conférence a un thème particulier.
qui est lié à l'environnement et au moment où la conférence se tient. Alors, cette fois-ci, nous avons mis l'accent sur la performance. Et pourquoi sur la performance des entreprises? Tout simplement, vous avez entendu parler de la ZLECAf, n'est-ce pas? Avec le système OHADA, ça a un peu bouleversé un peu les choses au niveau des entreprises. Madame, le système OHADA n'a pas commencé aujourd'hui. La RDC a adhéré à l'OHADA depuis quelques années déjà. On nous a donné une période de grâce pour nous permettre de nous mettre à jour par rapport aux exigences de l'OHADA. Mais ça fait déjà quelques années que le système OHADA, le Cisco OHADA est en place en RDC. Donc il n'y a pas de... L'OHADA a impacté parce que ça a, en quelque sorte, ça a harmonisé la façon de passer les écritures comptables dans tous les pays qui sont membres de l'OHADA. C'est-à-dire que si vous allez au Bénin, vous allez au Sénégal, vous regardez le bilan, les comptes sont exactement les mêmes. C'est un des gros avantages de l'harmonisation des normes comptables. Parce que quand vous voulez aller faire des affaires ailleurs que dans votre pays, le premier élément que vous demandez, si vous voulez vous associer avec une entreprise d'un autre pays, vous allez demander ses états financiers. Si ces états financiers sont tenus dans une autre norme, il faudra d'abord commencer par les retraités. Alors, ça prend beaucoup de temps. Tandis que maintenant, OHADA, ah non, je vais m'associer avec un Sénégalais. Je regarde les états financiers. Ce sont les mêmes comptes, ce sont les mêmes états financiers. C'est beaucoup plus facile. Et c'est très important d'avoir un système comptable qui est normalisé, qui est, je dirais, presque universel. C'est beaucoup plus facile dans toute une série d'opérations. Mais en termes de préoccupations soulevées dans la conférence, quelles sont les préoccupations majeures qui vous a beaucoup plus tiqué par rapport aux conférenciers? En tout cas, j'ai constaté une chose. Le thème que nous avons choisi cette année a suscité beaucoup d'intérêt, à la fois de la part des intervenants et encore plus de la part des participants. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un thème qui était d'actualité, un thème qui était porteur. La performance d'une entreprise, d'une institution, c'est, du point de vue des managers, nous avons atteint les objectifs qui nous ont été assignés. Du point de vue des actionnaires, nous avons gagné beaucoup d'argent, ça veut dire que nous aurons des dividendes. Du point de vue des salariés, ça veut dire que nous avons bien travaillé, peut-être que nous aurons des primes. Et c'est très important. Mais du point de vue général de l'entreprise, c'est nous avons atteint nos objectifs, ça veut dire que nous continuons. L'année prochaine, qu'est-ce que nous allons nous fixer comme objectif, étant entendu que la concurrence devient plus sauvage, nous devons nous fixer des objectifs ambitieux, nous devons avoir les moyens d'atteindre ces objectifs, nous devons aussi avoir les moyens d'être informés en temps réel de ce qui se passe dans notre institution. Et c'est très important parce que ça permet de prendre les bonnes décisions. Mais est-ce qu'en termes des objectifs, les auditeurs internes de la RDC comptent un jour se réunir autour d'un ordre des auditeurs, ou bien ça existe déjà? Madame, nous avons l'ambition de faire de l'Institut des auditeurs internes l'ordre des auditeurs internes de la RDC. Nous sommes en train d'entreprendre un certain nombre de démarches. Vous en serez informés quand ces démarches auront abouti. Mais sachez que nous y pensons tous les jours. Monsieur Claude, auditeur, un homme qui fait peur dans les entreprises, vous contrôlez, lorsque vous arrivez, c'est la terreur. Est-ce que vous-même, les auditeurs, vous ne tombez pas dans des corruptions? Parce que nous constatons, souvent lorsque les auditeurs arrivent, je vais le dire en lingala, vous lenguez la Bible. Est-ce que vous-même, vous ne tombez pas dans la corruption? Parce que vous faites normalement votre travail, sans corruption morale, matérielle et financière. Madame, vous savez, j'ai le code de déontologie de l'auditeur devant moi. Je vais vous lire un petit extrait. Les principes. Il est attendu des auditeurs internes qu'ils respectent et appliquent les principes suivants. Intégrité,
L'intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordée à leur jugement. C'est bien entendu, confiance et crédibilité. C'est l'intégrité, l'objectivité. Les auditeurs internes montrent le plus haut niveau d'objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l'activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent de manière équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui. La confidentialité, c'est-à-dire que les auditeurs respectent la valeur et la propriété des informations qu'ils reçoivent. Ils ne divulguent ces informations qu'avec les autorisations requises, à moins qu'une obligation légale ou professionnelle ne les oblige à le faire. Donc, vous voyez, alors maintenant, on déroule les règles de conduite. Intégrité. Les auditeurs internes doivent accomplir leur mission avec honnêteté, diligence et responsabilité. Doivent respecter la loi et faire les révélations requises par la loi et les règles de la profession. Ne doivent pas sciemment prendre part à des activités illégales ou s'engager dans des actes déshonorants pour la profession d'audit interne ou leur organisation. Doivent respecter et contribuer aux objectifs éthiques et légitimes de leur organisation. Alors, quand vous êtes en conformité avec le code d'éthique qui régit votre profession, est-ce que, dans ce que vous avez entendu, il y a de la place pour la corruption? Est-ce que vous tenez compte d'abord des auditeurs? Est-ce que ces principes-là ou ces critères-là sont vraiment tenus compte scrupuleusement pour ceux qui s'appellent ces 10 auditeurs? Puis c'est bien de parler de principes sur la crédibilité et l'intégrité. Est-ce que tout auditeur est intègre? Tout auditeur a une crédibilité? Normalement, oui. Parce que tout auditeur, je vais vous dire ce qui assoit la crédibilité d'un auditeur. Quand vous faites un rapport d'audit, vous avez discuté avec les audités, vous êtes arrivé à un certain nombre de conclusions, vous faites le rapport, vous le signez. Vous l'envoyez à la direction générale. Si la direction générale vous appelle et vous demande « tel point, je ne comprends pas », vous devez être à même d'établir formellement que ce que vous avez écrit dans le rapport existe réellement. Si ça n'existe pas, vous n'avez plus de crédibilité. Et la crédibilité, c'est quelque chose de très important pour un auditeur et pour un être humain en général. Parce qu'un auditeur qui se fait corrompre, ok, il fait un rapport complaisant. Vous avez entendu parler les associés de Deloitte, je crois, qui ont dit que, ils ont parlé de la collaboration entre l'audit externe et l'audit interne. Quand les auditeurs externes viennent, ils appuient leurs travaux sur ce que l'audit interne a fait. S'ils prennent un rapport d'audit interne, ils le parcourent et ils se rendent compte qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air d'être tout à fait correctes. Ils vont prendre les livres, ils vont vérifier. Et s'ils se rendent compte que l'auditeur interne a fait un rapport complaisant, ils vont le signaler. Ils sont tenus de le signaler. Alors, ça va remonter au niveau du management. Cet auditeur-là qui a fait un rapport complaisant, il ne sera probablement plus dans la profession. Alors, avant que je donne la parole à Copain Koutoumissa, est-ce que vous avez aussi, comme il y a l'audit interne national, est-ce que vous avez aussi des relations avec certains auditeurs internationaux? Madame, à partir du moment où nous sommes affiliés à IA Global, nous avons des relations avec tous les affiliés. Je vous signale d'ailleurs que je suis vice-président Afrique centrale de la Fédération africaine des instituts des auditeurs internes. Il y avait une conférence à Arusha au mois de février ou avril. Malheureusement, je l'ai suivie en ligne parce que avec les exigences sanitaires, je n'ai pas pris le risque de me déplacer. Mais sachez que nous sommes en relation avec ça. Et quel est le rapport à l'audit interne congolais, aux auditeurs internes congolais? Écoutez, nous échangeons des expériences. Nous participons aux travaux de la FIA et nous venons de financer dernièrement, nous avons pris part au financement d'une étude sur l'audit interne. IA Global a demandé à la FIA
est-ce que vous êtes disposé à financer cette étude? La FIA a dit non, ok, c'est un défi que nous pouvons relever. La FIA a contacté tous les membres. Ok, moi je peux donner 1000, moi je peux donner 500, moi je peux donner. Bon, l'objectif c'est, je ne sais plus, je crois que c'était 10 000 ou 15 000. L'objectif c'est 10 000. Ok, vous donnez combien, vous donnez combien? Madame, nous avons réussi à trouver cet argent pour pouvoir financer l'étude. Et ça a été une grande fierté pour la FIA parce que l'IA Global s'est dit, mais ça veut dire que les associations régionales peuvent contribuer pour beaucoup à ce que nous faisons. Et c'est très important. Ça ajoute de la crédibilité à la FIA. Il y a aussi l'Union francophone des auditeurs internes qui existe. Il y a beaucoup d'associations régionales. Hein. Donc, je vous informe. Et merci pour cette précision. Vous avez été mise en minorité. Les dames ont parlé plus que vous. Vraiment. Oui. Je suis genre... Ça, c'est l'imparité. Je voudrais parler un peu de libre-échange. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC ou encore les entreprises de la RDC peuvent faire face à cette procédure-là avec d'autres pays, avec les niveaux que nous avons? Parce que si vous regardez le challenge de la concurrence, parce que si nous regardons, nous ne produisons pas. Est-ce que la RDC en sortira perdant ou gagnant? Je vais vous répondre. L'avenir de la SNECAF. Je vais vous répondre par une phrase tirée d'une chanson de Simaro. La vie est un combat. C'était Mandola. Merci. Parce qu'il y a une question qui est restée incomplète, hein, la question de Madame Minushka qui a parlé au cas où aujourd'hui on arrivait à attraper un auditeur en flagrance. Est-ce qu'il y a une sanction réservée? Quelle est cette sanction? Et vous, étant qu'auditeur avec beaucoup d'expérience dans votre domaine, est-ce qu'il vous est arrivé aujourd'hui, ou bien il vous est arrivé durant votre carrière, d'avoir des rapports complaisants et que vous les avez fait passer? Et parmi les rapports complaisants dont vous avez pu vu, quels sont les rapports saillants qui vous a aujourd'hui, qui vous tournent jusque-là à la tête? Madame, je vais vous dire une chose. J'ai commencé ce métier en 92. J'étais déjà barbu. Et comme j'aime me raser tous les matins, j'aime bien me regarder dans le miroir en disant que non, tu fais ton travail correctement. Feu mon père, qui s'appelait Cyril Nzao, m'a appris un certain nombre de valeurs, notamment l'intégrité et la qualité du travail. Et quand je me dis que je vais faire quelque chose, je me dis, mais est-ce que Cyril Nzao, dans sa tombe là où il est-ce qu'il sera fier de ça? Quand c'est non, je ne le fais pas. C'est très simple. Et aujourd'hui, en termes de recommandations, conformément à la 4e conférence, quelles sont les recommandations que vous avez pu harmoniser avec nous autres en ce qui concerne la 4e conférence avec le thème dont vous avez choisi? La grande recommandation, c'est, messieurs les managers, messieurs les dirigeants, faites confiance à votre audit interne. Donnez-lui les moyens de travailler, il vous apportera des solutions et vous ferez avancer votre entreprise, votre institution. C'est ça la grande recommandation. Et pour finir, ma préoccupation, j'aimerais que vous puissiez faire une différence entre contrôleur interne d'une entreprise, auditeur interne d'une entreprise et puis inspecteur de finances d'une entreprise. Parce qu'il y a des inspecteurs des finances dans les entreprises. Vous savez, je dirais en quelque sorte, c'est vraiment la tarte à la crème. On parle de contrôle interne, on parle d'audit interne, on parle d'inspection. OK. Il y a pas empiétement des attributions. Bon, il faut savoir une chose. Le contrôle interne, tel que les Anglais l'ont conçu, ce sont toutes les dispositions qui sont prises par l'entreprise, par les procédures écrites et tout ça, pour maîtriser son environnement. C'est ça, le contrôle interne. Maintenant, il y a des gens qui ont voulu créer une fonction contrôleur. Ah non, regarde, c'est un contrôleur, et moi je suis. Moi j'ai appris, je n'ai jamais été très fort en comptabilité, mais j'ai retenu quand même une chose. Le contrôleur de gestion, c'est dans une entreprise de production, une entreprise industrielle, c'est le monsieur qui, chaque mois, regarde les budgets. Je sais, j'ai travaillé dans la production d'huile, de palme, margarine, savon et tout ça.
On vous dit, OK, pour produire 1 tonne de savon, voilà les intrants. Vous produisez. À la fin du mois, le contrôleur de gestion, il prend les éléments, il prend les fiches et commence à regarder. Mais nous avions prévu pour 1 tonne, autant de ceci, autant de ça, autant de ça, autant de ça. Mais là, vous avez dépassé. Là, vous n'avez pas là, vous avez été un peu en dessous. Là, vous avez dépassé. Là, vous avez dépassé. C'est ça le contrôleur de gestion. C'est ce que moi j'ai appris en tout cas. Et de mes études à l'Université libre de Belgique et de ce que j'ai pu faire à la Marsavco. Vous avez parlé d'inspection. L'inspection, telle que moi je l'ai appris, ça a commencé par l'inspection. L'inspection, c'était le policier qui venait voir ce qui se passait. Et quand il y avait des choses qui n'allaient pas, on vous mettait à la disposition du personnel. C'était ça l'inspection. Aujourd'hui, certainement que les fonctions ont évolué. Madame Minouche avait dit non, l'auditeur, quand il vient, tout le monde est fâché, on a peur, on a peur. Non. Si vous avez peur, c'est que vous avez des choses à vous reprocher. Je dis toujours aux gens, toujours, le seul parapluie que vous pouvez avoir dans votre fonction, ce sont les procédures. Si vous travaillez conformément aux procédures, vous n'aurez jamais de gros problèmes. Il pourra se faire qu'à un moment donné, on constate les limites des procédures. Il faudra actualiser les procédures. Mais si vous sortez des procédures, on vous le reprochera toujours. On vous dira, la procédure dit ça, vous avez fait ça, vous êtes sorti. Donc, tenez-vous-en aux procédures et le mieux que les procédures soient écrites. Parce qu'à ce moment-là, elles sont opposables à tout le monde. Je me souviens quand j'ai commencé dans ce métier, je suis allé c'était à Lokutu, dans les plantations du Nilevert, la PLZ. Je posais des questions. On me dit, oh, t'es chef. Oh, tu as ça le boy. Banda, monsieur Van Truc, Azalake, ou tu as ça la kakandengwana. Je dis, mais monsieur Van Truc, à comment quitter? Oh, t'es à Kenda, mais tu as la kakandengwana. Je dis, non. Une procédure doit être écrite et impersonnelle. Parce que si elle n'est pas écrite, n'importe qui vous dira que non, à l'époque, il y a papa machin, tout ça, la boy. Mais papa machin, il est parti, il n'a pas écrit. Un autre va vous dire, papa machin, tout ça, la boy. Et maman machine, tout ça, la boy. Alors, vous allez vous baser sur quoi? Tandis que quand le texte est écrit, vous prenez, vous lisez, papa fume la pipe. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça permet de départager tout le monde, sauf si on commence à faire comme la Bible, chacun interprète de sa façon, lui second, lui 16 et tout ça. Mais il vaut mieux qu'une procédure soit écrite, ça permet d'éviter beaucoup de dérapages. Monsieur Claude, on vous signale que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Brièvement, pourriez-vous dire à ceux qui vous suivent votre adresse et comment vous contacter? À ceux qui veulent adhérer à l'Institut des auditeurs internes, brièvement. Venez nombreux. Nous sommes au centre interdiocésain, l'ancien bâtiment. C'est là où se trouvent les bureaux de l'Institut des auditeurs internes. Si vous voulez adhérer, première adhésion, ça vous coûte 200 $ pour une année. Dans les 200 $, il y a la part qu'on envoie à IA Global qui va vous permettre d'avoir un identifiant. Cet identifiant-là est unique. À l'époque, il s'appelait ID. Maintenant, ils ont changé. Je crois que ça s'appelle GAN. Global Assessment Number, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'est un identifiant unique qui vous permet d'avoir accès aux activités. Attendez, je vais voir si j'ai encore. Voilà, ça c'est ma carte de l'Institut. Mon identifiant, c'est 210 81 21. Il est là. Donc, si je tape sur le site de l'IA 210 81 21, on dit non, ça c'est un certain Claude Nzaou qui se trouve à Léopoldville, qui est comme ça, et qui est membre de l'Institut local et tout. Tout ça est enregistré. Donc, première année, vous payez 200 $. Après, le renouvellement, c'est 150 $. C'est par année de date à date. Hein. Donc, si vous payez demain, qui est le 23, ça veut dire que ce sera jusqu'au 22 septembre 2022 à minuit. Donc, vous êtes les bienvenus, venez nombreux, parce que ça vous permettra aussi
dès que vous avez un numéro ID qui est devenu GAN aujourd'hui, d'accéder au site de IIA Global. Et il y a énormément de publications, dont certaines sont en français aussi, parce que la langue de travail de base, c'est l'anglais. Vous avez par exemple ceci. Si vous allez sur le site de l'IIA, vous allez trouver ça en anglais. Il y a la traduction française. Ça existe en espagnol et en plusieurs langues. Mais au moins, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Et ce qu'il y a aussi, sur le site de l'IIA Global, il y a également des formations. Vous pouvez avoir des formations en ligne. On vous propose des formations en présentiel, mais c'est très important. Et il y a aussi ce qu'ils appellent les... Je crois que c'est papiers de travail. On prend un thème. Bon, voilà. Quelle doit être la relation, quelles doivent être les qualités, par exemple, d'un bon chef d'un département d'audit interne. C'était un thème de discussion. Les gens discutent et à un moment donné, on fait un rapport sur ce thème-là. On vous dit, voilà, le cahier de discussion numéro 1 tel, comment doit être le responsable d'un audit interne d'une institution. Comment on doit présenter un rapport d'audit interne. Tous ces éléments-là, vous les trouvez sur IIA Global. Et voilà qui met un terme à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde.